Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Intimiste, le podcast qui explore la face cachée des personnalités qui ont érigé le dépassement de soi en véritable art de vivre. Je suis Arnaud et je vous accompagne sur la piste, sur les sentiers, en cuisine, sur des plateaux télé, sur scène ou sous les projecteurs, à la rencontre de personnalités hors normes, pour qui le sport est bien plus qu'une discipline. C'est un souffle de liberté. Tous les vendredis, retrouvez-moi avec un nouvel épisode, une nouvelle chronique ou un hors-série, afin de bénéficier d'une bonne dose d'inspiration, sans filtre. Désormais, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, à la page Intimiste Média, pour y trouver des actualités, des avant-premières et tout ce qui est en lien avec le média. Désormais, c'est parti. Bonne écoute. Et le jour 3, je rencontre justement des trailers. Donc moi, je savais pas ce que c'était. Franchement, j'avais jamais entendu ce mot En 2023. et c'était en juin 2024. Juin Mmh. 2020, donc on est en juin 2024, tu n'avais jamais entendu parler Ouais. de trail. Ok. Ah non, non, ouais. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir une invitée qui va, je pense, redéfinir votre vision de la performance. Elle s'appelle Manon, elle est connue sur Instagram sous le pseudo de Baby Trailers et elle a découvert le trail il y a peu de temps, il y a seulement 2 ans. Comme vous venez de l'entendre, en 2024, elle n'avait jamais entendu parler de trail, elle ne savait même pas ce que c'était. Quelques mois avant, elle n'avait quasiment jamais fait de sport. Elle s'était lancée pour sa première aventure dans la traversée de la Corse par le Gérard. Depuis, elle mord le trail à pleines dents. Elle qui travaille à New York et qui a Central Park comme terrain de jeu quotidien. On retrace ensemble son parcours, sa quête. Oui, on parle bien de quête, pour l'amener sur l'île de la Réunion en octobre prochain. Car oui, elle s'alignera sur la diagonale du fou. Un chemin jonché d'embûches, cet objectif, que Manon relate avec sincérité, émotion et autodérision. On parle ensemble de sa gestion des barrières horaires, de sa résilience et de ce que ça fait de préparer un des ultras les plus durs du monde, en étant une traileuse ordinaire, mais au mental extraordinaire. Alors installez-vous, c'est parti. Bonjour Manon, enchanté, comment vas-tu? Salut Arnaud, bah écoute, super, et toi? Eh bien, ça va très bien, merci. Je suis heureux de te recevoir à mon micro après toutes les péripéties que tu as pu connaître ces derniers temps. Donc, tu es connu sur les réseaux sociaux sur le pseudonyme de Baby Trailers. C'est vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Je te suis depuis quelque temps, depuis un bon bout de temps maintenant. C'était logique pour moi qu'on puisse échanger du fait de ton parcours que je trouve incroyable et qui m'inspire profondément. Donc j'avais souhait de te recevoir, voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Et je vais te laisser te présenter avant qu'on enchaîne sur ton parcours et ton avenir qui s'annonce radieux du côté d'une île intense. Alors moi, je m'appelle Manon Saunier, j'ai 29 ans. J'ai grandi, en région toulousaine, dans un milieu, modeste où, on parlait pas trop de sport, mais j'ai préféré, allouer mon temps, dans les études. Je suis, diplômée d'expertise comptable, et je vis à New York depuis un peu moins de 2 ans, et là, je suis en process, de visa pour, repartir à l'étranger. Je repousse un peu ce process, pour le prochain objectif qui arrive bientôt. D'un point de vue sportif alors, c'était quoi la Manon de l'enfance déjà et ensuite de l'adolescence et maintenant la Manon qui fait du sport en continu? Là maintenant enfant, on faisait pas du tout de sport, j'ai en fait, mes parents étaient divorcés, on avec ma sœur, on faisait du sport, 1 année sur 2. Ils répartissaient, nos parents 1 année sur 2, et je faisais de la danse, du jazz, mais c'était enfin, même pas vraiment du sport pour moi, c'était surtout, d'aller faire le spectacle de fin d'année, qui me plaisait plus que faire du sport en tant que tel. J'ai fait beaucoup, beaucoup de dispenses de sport, parce que ça me plaisait pas du tout. J'avais fait un cross du collège en 6e en arrivant avant-dernière, ça m'avait un peu vaccinée, et après, bah, c'est pas venu avec les études, hein, malheureusement quand on fait des études, c'est pas la priorité. Mais en fait, j'ai eu un accident de ski quand j'avais, 18 ans, où, je me suis fracturé une lombaire. J'ai été, alitée pendant plusieurs mois, surtout, le chirurgien m'avait dit: «Bon, toi, tu pourras jamais faire de sport à impact, encore moins de la course à pied». Moi, je l'avais regardé en me disant: «Bah, c'est pas grave, enfin, j'ai jamais couru, ça va pas changer ma vie».
Donc ça, c'est passé et puis, il y a eu le covid où là, justement, on a été confinés et c'est vrai que le seul moyen de sortir, c'était un peu de faire son jogging. Donc je sortais, rue Alsace-Lorraine quand j'habitais à Toulouse, Mmh. je faisais mon petit jogging et puis c'était un peu laborieux, quoi. C'était vraiment, quelques kilomètres, très lent, mais bon, ça me faisait du bien de sortir, moi j'aime bien être dehors quand même depuis toujours. Hem et C'était la première et fois que tu puis courais? Ou tu avais déjà couru avant? Dans ton enfance ou adolescente ou rien? Non, là, c'est le j'avais dû coup. courir 2 fois en Converse avec mon beau-père, quand j'avais 12 ans, quoi, mais vraiment, OK. Ah oui, donc c'est vraiment le covid qui a commencé à te mettre le pied à l'étrier, ouais, quoi. OK. ouais et Comme quoi comme ça ça avait du bon. intervenait 5 ans après mon accident, je me disais: «C'est l'occasion, on va essayer, on verra bien», mais bon, voilà, après une fois le covid terminé, j'ai plus du tout couru. Je me suis installée, à Paris du coup, dans un cabinet d'audit, là où j'ai travaillé quand même pendant 6 ans et en septembre 2021, un de mes stagiaires me dit: «Tiens, le cabinet propose, une course, le Cross du Figaro». Donc je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» Et il me dit: «Oui, de toute façon, tu y arriveras pas, c'est sûr, tu as jamais fait de sport» et en fait, ça me pique dans mon ego. Du coup, je m'entraîne tous les jours. Tous les jours, je vais sur les quais de Seine, comme une dingue alors que j'avais jamais fait ça. Et puis c'est tout plat, c'est du béton et cetera. J'arrive le jour de la course, en fait, il pleut, c'est de la boue, ça monte, il y a des cailloux, je m'attendais pas du tout à ça. Pourtant, Cross du Figaro, ça aurait pu me mettre la puce à l'oreille, mais pas du tout. Donc horrible, je fais, je sais pas, 1h13 pour 10 kilomètres. Enfin, ça finit vraiment, je suis crevée. Donc un souvenir, un peu mitigé parce que j'étais quand même fière de moi, mais voilà, je savais que ça s'arrêtait là. C'était juste pour, montrer que j'étais pas, la boss de mon stagiaire, qui sait rien faire, mais voilà quoi, ça s'arrêtait là. Et puis moi, à cette époque-là, j'avais une hygiène de vie, qui allait pas du tout avec le sport, je travaillais beaucoup, beaucoup, je faisais beaucoup, beaucoup de soirées justement pour, occulter un peu cette vie où on travaillait beaucoup, je mangeais mal, je dormais peu, donc forcément, enfin, c'était pas aligné, c'était pas une période, où je pouvais vraiment faire du sport et puis, tout a commencé à se remettre un peu dans l'ordre en 2023, j'ai commencé à me poser un peu plus, à rencontrer d'autres personnes, et là, j'ai commencé à faire mon premier 10K. Bon pareil, hein, horrible, pas entraîné. À Paris. J'ai refait le Cross du Figaro et en fait, après, j'avais d'autres dossards parce que ça me plaisait bien de faire des 10 kilomètres. Mais en fait, j'y suis même pas allée parce que ça m'avait tuée de faire, 2 10 kilomètres en 2 mois. C'était beaucoup trop, enfin, je m'entraînais pas, quoi, donc forcément horrible et c'est là que j'ai commencé à organiser le GR20. Donc l'idée, que mon père m'avait soufflée, depuis quelques années déjà et là, bah, c'est toute une organisation trop sympa, les refuges, les ravitaux, enfin tout son sac. Moi, j'avais pas de matériel, donc j'ai tout acheté, j'ai Mais attends, passé tout. que je comprenne bien. Tu fais des 10 kilomètres, donc tu en fais 2-3, machin, tu prends des dossards que tu fais pas, et d'un coup, tu te dis: «Tiens, si je faisais le GR le plus dur d'Europe». C'est ça, en gros. Mais quand tu étais petite, t'avais tes parents t'amenaient à la montagne, tu partais, tu faisais la rando. Non, ça t'est venu comme ça. Dingue. Ouais, ouais, je me suis souvenue que mon père m'avait parlé du GR20, je me suis dit: «Allez» et puis je savais pas du tout que c'était aussi dur, hein. Pour moi, c'était une rando, quoi, je pensais pas que c'était aussi dur, honnêtement et donc là, bah, j'arrive sur le GR20 et c'est dur et c'est vraiment Et très oui. dur. J'avais quand même fait quelques randos, 3 semaines avant le GR20, ou même un mois, j'avais été faire les 25 bosses à Fontainebleau, mais Mmh. c'était déjà dur et on m'avait dit: «Oui, tu verras, les 25 bosses, c'est une étape, quoi et après tu fais 16 jours comme ça», c'est vrai que ça paraissait fou, quoi et puis commence le GR20 et la première étape, bon, ça va. Puis je me dis: «Bon, bah, ça va, si c'est que ça le GR20, ça va» et puis le gars au refuge me dit: «Non, non, le GR20, ça commence demain»
Et alors là, bon, je le crois pas trop. Je commence l'étape 2 le lendemain, à 9 heures tranquille, et en fait, j'arrive à 22 heures. Parce que là, c'est vraiment hyper dur, alors que ça devait faire, je sais pas, 8 kilomètres. Mais c'était hyper, pentu, il y avait des éboulis, enfin, tu fais un pas en avant, tu recules de 50 centimètres, très, très, très dur. Mais je continue, j'ai quand même envie d'aller au bout, je rencontre des gens incroyables, et le jour 3, je rencontre justement des trailers. Donc moi, je savais pas ce que c'était franchement, j'avais Mhm. jamais entendu ce mot, En 2023. et c'était en juin 2024. De juin Mmh. 2020. Donc on est en juin 2024, tu n'avais jamais entendu parler Ouais. de trail. Ok. Ah non, non, et puis là, un jeune qui avait déjà fait du coup, ça c'était le soir de l'étape 3, il avait fait 3 étapes dans la journée. Et en fait, on arrive au même moment parce que, je sais pas, il était, 20 heures peut-être ce soir-là, et on arrivait au même moment, sauf que lui, il avait fait 3 étapes. Donc ça paraissait un peu lunaire, de partager son repas, ses pâtes, à la tomate, avec des personnes qui ont fait autant de kilomètres, et on discute et il m'explique, bah, voilà, lui, il va le faire en 5 jours, ça me paraît complètement dingue, mais en même temps, il est super encourageant. Il me dit: «Mais c'est bien de faire le GR20, tu une femme, si en plus t'as jamais fait de sport», je sais pas, quelques mots qui me laissent, je sais pas, ça cogite quand même. Le soir d'après, pareil, je rencontre des trailers, et alors là, je leur pose des questions. Je leur dis: «Mais comment vous faites?» Parce qu'eux, ils le faisaient en 3 jours, «Vous avez une famille, un travail, enfin, c'est pas possible». Enfin, ça me paraissait incroyable d'être trailer, je comprenais même pas, quoi, et puis le GR20 se termine, hein. Bon, non, sans mal, franchement, j'ai eu quelques larmes, ça a été dur, et une semaine après, bon, j'étais quand même bien fatiguée. Une semaine après, je vais chez Iron, dans le Marais, et j'achète mes premières chaussures de trail. Je voulais les meilleures. J'avais repéré, quelques chaussures, sur le GR20, et je demande au vendeur, bah, je veux les meilleures. Il me dit: «Mais vous en avez déjà fait?» Je lui dis: «Non, non, jamais, mais je veux les meilleures». Il m'a regardé trop mal. Et je repars avec mes chaussures giga chères, pleine d'ambition, quoi. Donc je commence à faire 2-3 allers-retours, dans la forêt, je sais pas, c'était l'été des JO, du coup, je vais à Versailles voir les JO, Mhm. en courant. J'habitais dans le 15e, du coup, c'était sympa, mais bon, c'était quand même dur comme distance déjà. Mais je sentais que c'était dommage de pas, utiliser le cardio que j'avais eu entre guillemets pendant le GR20. Du coup, j'avais envie de l'utiliser pour, pas juste qu'il s'enterre et qu'on passe à autre chose, quoi. Je me disais: «Là, c'est bon, j'ai fait l'effort d'une vie, autant garder un peu, ça en moi». Donc je commence à courir et cetera, sauf qu'en fait là, bah, le problème c'est que mon process pour déménager à New York a commencé. J'ai démissionné de mon job en finance, et là je me dis, «Aïe, en fait moi j'ai envie de vivre à la montagne, comment je fais?» Tu avais déjà fait Sauf des que démarches pour aller vivre à New York, c'est ça? C'était un souhait que tu avais depuis longtemps et ça c'est arrivé à ce moment-là, c'est ça? Ouais. ouais, ouais, ça m'est tombé là, et en plus à ce moment-là aussi, je venais de finir de passer mes épreuves du diplôme d'expertise comptable. Donc en fait, il y avait plein de choses qui s'étaient finies, et le trail qui prenait comme le relais, quoi. Donc c'était génial, je me suis laissée embarquer comme ça. Mais c'est vrai que de me dire d'habiter à New York, alors que je voulais, maintenant vivre à la montagne, c'était lunaire, mais en même temps, c'était l'opportunité de ma vie d'aller à New York. C'était maintenant, c'était l'opportunité vraiment, rêvée. Mais alors du coup, juste avant d'y aller, je me suis dit que je voulais refaire une aventure comme le GR20. Donc je commençais le 1er novembre, à New York, et là on est fin juillet. Je me dis: «Bon, bah, il faut que je refasse une aventure comme le GR20», sauf que ça s'organise un peu. Sur le GR20, on m'a beaucoup parlé du Tour du Mont Blanc, donc je me dis: «OK, bon, bah, ce sera ça». Un peu en trail pour essayer de le faire vite parce qu'il me restait pas beaucoup de temps, en fait. Et j'avais, 2-3 mois, pour organiser ça, sauf que moi j'avais pas utilisé de bâton, plus que ça, je savais rien faire en trail, en fait. Donc là, je cherche sur internet, pour faire un stage de trail.
Donc ça, c'est mi-septembre. Je trouve un organisme et je pars dans le Vercors 3 jours, pour apprendre, le trail et faire mon tour du Mont Blanc une semaine après, début octobre. Incroyable. Et là, trop bien, le stage est incroyable, les gens sont géniaux. Bon, ils me prennent un peu pour une, pour une casse-cou, mais en vrai, c'est trop sympa de partager, les profs sont hyper sympas et d'ailleurs, un des moniteurs deviendra mon coach de trail, après. Ok. Heu et donc je pars sur le Tour du Mont Blanc, sauf que c'est hyper enneigé, c'est pas les meilleures conditions. Tous les refuges sont fermés, donc il fallait aller, d'une ville à l'autre. Il fallait aller de, Courmayeur à Champélac et cetera. Il y avait pas de refuge, ouvert vu que c'était, hors saison. Donc ça rajoutait un petit truc en plus, une petite aventure en plus, mais c'était incroyable, vraiment et justement le Tour du Mont Blanc, après j'ai compris que c'était quand même une grosse autoroute l'été. Nous, enfin moi c'était juste la nature, les marmottes et c'était incroyable. C'était Ouais, une expérience vraiment tu avais moins de magnifique. monde, ouais. Ouais, 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 c'était vraiment Tu l'as fait génial. en combien d'étapes le Tour du Mont Blanc? En 7 jours, on 7 jours, tu as mis? OK. Ah super, bravo. fait du trail sans trail, hein. C'était surtout d'être léger, quoi et de pas dormir avec, la tente sur le dos ou et puis me voilà partie pour New York avec un peu cette boule au ventre de me dire, «Bon, bah, c'est fini, je pourrai plus faire de trail, bah, j'ai fait un choix, je vais à New York et puis voilà». Enfin, j'essaierai de courir de temps en temps à Central Park, mais voilà. Sauf qu'en fait, bah, dès que j'arrive, je sais pas, c'est ancré en moi, je suis, obnubilée par le trail, je cherche des courses partout, je rencontre des personnes, qui courent un peu, je leur parle de trail, bon les trail pas, hein, les New-Yorkais. Je rappelle mon moniteur de stage et je lui dis: «Voilà, j'aimerais bien que tu m'entraînes à distance, est-ce que c'est possible?» Donc là, on commence début décembre. En plus, mes copains m'avaient offert un 10K, pour mon départ à Paris. Du coup, je fais un 10K début décembre, je fais même un semi-marathon la semaine d'après, fin décembre et là, bah, je suis blessée pile en commençant, le coaching. Donc, bah, là, voilà, TFL, bon, voilà, j'ai voulu aller trop vite, classique. Et tu préparais un coaching pour faire quoi? Pour quelle course? Celle que tu viens d'énoncer là ou d'autres? Non, non, pour du trail, mais en fait, j'avais pas encore d'objectif, vraiment, j'avais D'accord, pas c'était pris de vraiment pour dossard. progresser. OK, Ouais, OK. ouais, ouais. Bah, pour avoir une structure parce que je me connais et je suis pas quelqu'un de très rigoureux, je suis pas, j'ai du mal sans cadre, à m'y tenir et je pense que, Les comptables généralement sont rigoureux. ouais, mais je trouve que, tu vois, comme les cordonniers sont les Oui, oui, OK. moins bien Ouais, ouais. chaussés, bah, c'est vrai. Donc tu entames ton process de structuration de ton entraînement. Exactement. Et là, je trouve un dossard, donc c'est la Desert Rats, c'est dans le Colorado. C'est une course, by UTMB, sur le 50 kilomètres. Je me suis dit que j'avais déjà fait un semi-marathon en décembre, donc en avril, je pouvais faire un 50. Bon, sauf qu'avec le TFL, c'est vrai que l'entraînement était pas idéal, mais je prends un plaisir dingue, sur cette course. C'est magnifique, on est dans des canyons, c'est vraiment incroyable. Tu croises un Français, donc forcément tu discutes sur, le chemin, enfin c'est alors qu'on est au bout du monde, c'est vraiment trop cool. Donc j'adore cette course et là je me dis: «OK, je pars sur du 100K, en octobre». Tu finis la course, ouais. Ouais, ouais, je Donc tu finis la pas de souci. course. Donc tu t'es réparé de ton TFL, ça va mieux, tu Pareil, bon, ouais bon, quelque chose. à peu près. OK. Et comment tu gères tout ça, en fait, d'un point de vue, comment dire? D'un point de vue logistique? Parce que c'est vrai que tu vis à New York, le Colorado, c'est pas à côté, donc en fait, ça t'impose quand même assez souvent, de te déplacer pour faire des courses. Tu rien à proximité de chez toi, en fait, d'un point de vue trail. Si? Il y a quand même Cold Spring, au nord de New York. C'est, une Ouais, petite montagne, où tout le peu de trailers new-yorkais, va s'entraîner. d'accord.
Et en fait, on peut aller d'une gare à l'autre, ça fait 20 kilomètres. C'est cool, mais c'est vrai que c'est enneigé tout l'hiver, donc jusqu'en mars, tu peux pas y aller. Ah oui, OK. Enfin, moi, je cours pas dans la neige, pas encore. Hem, mais c'est vrai que sinon, c'est très Central Park, quelques escaliers et puis on se débrouille, quoi. OK, ouais. Bon, il y a des Mais je petites, pense comme un côtes dans Central Park, mais Parisien, bon. Oui, voilà, c'est exactement ça, ouais. ouais, c'est pas plat, hein, Central Park, Ouais, ouais, c'est pas contrairement aux plat. Mmh. apparences, Mmh. Donc après la course dans le Colorado, tu deviens quoi? Qu'est-ce qu'il advient de toi? Tu as envie de faire un 100K? C'est quoi la suite? La suite, c'est que j'ai envie quand même de refaire une aventure comme le GR20 autour du Mont Blanc, mais aux États-Unis et là, je cherche, à refaire, du coup une aventure, mais un peu plus en autonomie encore, quitte à, pas avoir d'humain pendant, 2 semaines et là, je tombe sur le John Muir Trail. Mmh. En fait, j'avais entendu parler de cette, trace, donc c'est pas du tout une course, hein, c'est vraiment une randonnée, dans le livre de Aurélien Sanchez qui a un, FKT dessus et heu et voilà, j'ai vraiment envie de faire, cette aventure donc c'est, 330 kilomètres, je sais plus, 14 000 mètres de dénivelé positif, je crois. C'est pas très technique, hein, ça reste un sentier américain, quoi. Et en fait, le John Muir Trail, c'est une partie du Pacific Crest Trail. D'ailleurs, Aurélien Sanchez, il est en train de faire un Oui, FKT c'est ça, il est dessus, en train de s'amuser un peu depuis quelques jours, ouais, là-bas, ouais. Mmh. ouais, ouais, je suis ça, c'est énorme. C'est vraiment, enfin, ouais, le PCT, c'est vraiment du relie le Canada au Mexique, C'est incroyable, la enfin, trace, c'est elle est incroyable. énorme. Et donc je commence à préparer, le John Muir Trail. Là, ça demande quand même une logistique vraiment hyper importante parce que tu es en totale autonomie. Il y a personne, tu captes pas sur le sentier, tu dois, du coup t'envoyer de la nourriture à certains points, du sentier pour pouvoir te ravitailler parce que tu peux pas porter 15 jours de nourriture sur toi. Donc là, une grosse, grosse logistique où j'épluche tous les blogs et cetera. Mais c'est vrai que l'information est pas si claire que ça. Donc je cherche, pour m'organiser. Il faut un permis en plus pour pouvoir, aller se balader sur ce sentier. Donc vraiment pas simple. Et ça, c'est une grosse organisation qui occupe, pas mal de mes soirées en fait, de savoir comment s'équiper, d'avoir, du matériel ultra light, parce que c'est très long, et je voulais le faire en plus en 12-13 jours parce que j'avais pas beaucoup de congés. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Comment tu fais pour prendre des Mmh. congés? Parce qu'aux États-Unis, il y a pas beaucoup de congés, c'est ça? Si je me trompe pas, je sais pas. Bah, ça dépend des contrats. Moi, j'avais quand même, 4 semaines donc 4 semaines? Là, comment ça fonctionne, en fait, à ce niveau-là? La loi prévoit une semaine, c'est ça? Et les entreprises peuvent donner 2. plus? 2 semaines? Ah OK, Ouais, c'est 2 et puis après tu as une semaine de sick leave, c'est une semaine de congé maladie que tout le monde utilise comme des congés. d'accord. C'est et puis après ça dépend, tu peux avoir une semaine de plus, après ce qui est bien aux États-Unis, c'est que tu sais, tu as les jours fériés sont collés au week-end. Du coup, ça permet de faire OK, des ouais, week-ends, longs, quasiment tous les mois. OK. Et toi, Donc quand ça tu prends permet de sortir un peu. à t'organiser ou c'est des congés, finalement, que tu prends, je sais pas si ça fonctionne comme chez nous, mais qui ne sont pas rémunérés, ou autres? Ou non, tu arrives à tout caler dans Si, si, la les quantité 4 de congés que tu semaines, as? c'est rémunéré, ouais. Ouais, OK. Mais tu prends rien de plus non rémunéré, tu arrives à tout caler dans ton orga pour les trails et autres, tout ce que tu fais? OK, ça c'est bien. Ouais, ouais. Mais tout est hyper optimisé, hein. Bah oui, Il je me y a un doute, peu de télétravail, c'est vraiment très, très optimisé pour profiter au maximum. Après voilà, tu es pas fatigué, enfin tu finis ton aventure, tu voyages la nuit et le lendemain matin, tu es au travail, ouais, c'est tu es pas au boulot, grave. quoi, ouais. En sachant que tu faisais quoi à New York? Je travaille dans le service finance, d'une petite société de luxe française, on fait de la haute orfèvrerie. Mmh. Et c'était une boîte que j'auditais quand j'étais dans mon ancien cabinet, donc c'est pour ça que la D'accord. passerelle, elle s'est vraiment bien faite. C'était l'opportunité à saisir, qui allait pas se représenter, quoi. Je pouvais pas être capricieuse et me dire: «Je veux vivre à la montagne après le jardin». Et ça te laissait quand même un laps de temps, important ou pas? Parce que je pense, il me semblait que tu avais quand même de gros volumes horaires, donc derrière
pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir préparer des projets comme le jump Twir? Comment tu t'organisais tout ça? Bah, je travaillais beaucoup, beaucoup moins, à New York qu'à Paris. Un cabinet d'audit, Ah pendant mais une les période cabinets d'audit en fiscale, France, oui, c'est pas tu c'est comptes pas con vraiment c'est pas pas tes conseillé heures. pour être à tr oui, c'est ça, faut pas être à 35 heures. Tu n'es pas à 35 heures dans un cabinet d'audit, Ah ouais, ça non. c'est sûr. Non, non. Non, mais après tu as d'autres avantages, hein, franchement, tu grandis vite, tu rencontres des gens géniaux, et justement, c'est aussi ce cabinet d'audit qui m'a fait impulser un peu le sport quand même avec ces petits crosses du Figaro, malgré tout, c'était des petits pions qui se sont posés, dans ma tête, parce qu'il y a des sportifs quand même. C'est un cabinet d'audit Hem, qui est sponsor du Figaro? Du Cross du Figaro, c'est ça? ouais, Mmh. exactement. Et après, ouais, non, à New York, en fait, globalement, tu finis un peu plus tôt qu'à Paris. Tu finis à 18h. Donc, bah, en fait, tu rentres du boulot en courant. Moi, en plus, j'habite au nord de Central Park. Mon boulot, il est au sud. Du coup, bah, ton commute, tu le fais juste en traversant Central Park. Enfin, c'est magique. C'est vraiment magique. Ah, c'est cool. Et du coup, j'arrive, sur, le John Muir Trail, début septembre et là, ben, t'es face à toi-même, dans des éléments les plus les plus simples. Tu croises très peu de personnes, hein, peut-être, 1 à 2 personnes par jour, parfois personne. Ah oui. Ouais. Des animaux, des renards, des loups. Après pour, faire le John Muir Trail, c'est obligatoire quand même de porter une Bearcan. C'est une boîte en plastique, qui permet de mettre tout ce qui est odorant dans la boîte, des lingettes, de la nourriture, des choses comme ça, pour pas attirer les ours quand tu campes, le soir D'accord. et dans ton sac. Donc quand même ça, ça te met en vigilance dès le début, c'est une aventure. Et toi, tu campais ou tu dormais dans des, je sais pas, il y a des sortes de refuges ou autre, non? Ou tu étais avec ta tante et Y a chaque soir rien. tu campais toute seule dans un coin du sentier? OK. Non, il y a vraiment rien. Après, c'est pas une aventure que j'ai faite toute seule pour le coup. Mmh. Mais il y a rien du tout. Tu plantes ta tente, au milieu de rien, entre 2 arbres. Tu fais attention que ce soit pas un endroit où il y ait trop la foudre, et puis voilà quoi. Après, c'est quand même une aventure qui m'a beaucoup marquée. Bon, physiquement, forcément, c'était dur. Pareil, il y a eu des petites larmes, mentalement, c'est dur. Hem, mais ça m'a marquée aussi parce que il y a eu un orage à la fin et en commençant l'étape, c'était peut-être l'avant-dernière, on a vu une tente, avec un gars qui était mort à l'intérieur et ça m'a beaucoup, beaucoup, marquée. Sur le GR20, il y a une dame qui m'avait dit: «Il y a pas d'ego dans la montagne». C'est une phrase qui m'a Mmh. beaucoup marquée, mais alors là, c'était évident que, bah, peut-être qu'il avait été un peu trop haut parce qu'il était plus en altitude que là où nous on avait monté le camp. Et enfin, tu personne, quoi. Tu personne dans la montagne et ça m'a quand même beaucoup marquée et c'est vrai qu'aujourd'hui, je sais pas si je serais capable de refaire une aventure, aussi dure que le John Muir Trail où tu pas de nouvelles de personne pendant plus de 10 jours, tu te laves pas pendant plus de 10 jours. Ouais, mentalement, c'est quand même dur, mais ça m'empêche pas d'adorer ce genre de projet off. C'est vrai que moi, je suis pas un profil sportif, j'ai pas du tout l'esprit de compétition clairement. Même dans mes études, j'ai jamais fait un concours ou quelque chose comme ça. Moi, je suis très, je fais ma vie, mes petits diplômes, là, c'est pareil, enfin, je fais des courses, oui. Je m'en fiche d'être dernière. J'ai Mmh. envie de les finir ces courses, mais c'est vrai que c'est sympa quand même de porter un dossard. J'ai un peu le double aspect, je viens de la «rando» entre guillemets, parce que c'était seulement il y a 2 ans. Du coup, c'est lent, du coup, je profite, du coup, il y a pas de barrière horaire et cetera. Mais en même temps, je trouve ça sympa quand même, un dossard où tu partages ton sentier avec plein de personnes, enfin, on rencontre des gens, bon, le fond du peloton, voilà, pas grand monde peut-être sait, mais c'est vrai que c'est une fête, hein. On se parle, on prend le temps, on se prend en photo, Bah, c'est aussi ça le sport. Il y en a pour tout le monde.
Et à côté de ça, tu avais également monté une backyard, c'est ça, avec des amis dans Central Park? Ouais, c'est ça. Et comment ça te vient Hem, l'idée de faire des trucs comme ça, en fait? la backyard, je me demande si c'est pas, justement encore dans le bouquin d'Aurélien Sanchez, il avait parlé, du coup forcément de la Barclay et de l'Az et du coup je m'étais renseignée, sur, une backyard et je me suis dit: «Tiens, bah, je vais organiser ça avec mes copains, à Central Park». On était une petite vingtaine, mais c'était incroyable. C'était génial, enfin personne connaissait la backyard. Je suis pas du tout dans un environnement sportif, mais c'était trop cool, que tout le monde se dépasse, même des filles, qui font de la danse, qui courent jamais, qui faisaient quand même, 2 tours, enfin c'était vraiment incroyable comme Vous êtes moment. organisé, vous avez fait t'as essayé de faire un tracé de 6-7 kilomètres dans Central Park, c'est ça? Et au niveau des tours, vous êtes organisé, il fallait tenir le maximum ou non, c'était juste pour le plaisir d'essayer de tenir 24 heures? Je sais pas, il y avait quoi comme objectif? Bah, c'est moi j'avais l'objectif d'être la dernière, et puis de voir en fonction du niveau des autres, après je pouvais pas, je savais pas en fait, parce qu'il y a des garçons, tu sais pas, tu sais un garçon, physiologiquement, il s'entraîne pas, mais parfois c'est comme Mmh. ça, il va te sortir 10 tours, sorti du chapeau, donc je savais pas jusqu'où ça m'amènerait. Ouais. Et puis au fur et à mesure des abandons, du coup j'étais dernière avec 9 tours, et j'avoue que j'étais quand même, bien fatiguée, ça fait un peu plus de 60 kilomètres. Bah oui, c'est déjà pas mal. Donc ouais et puis ça rentrait un peu dans le cadre aussi de ma prépa pour, la Kodiak. Donc une semaine après, la Desert Rats dans le Colorado, je me suis inscrite à la Kodiak 100 kilomètres. Donc c'est une course, en Californie, encore UTMB, je sais pas pourquoi, je voulais absolument avoir mes points. Je Oui, ben maintenant tu c'est quand les as tu du sais coup. pas trop, hem et alors là, j'arrive sur la Kodiak avec une entorse d'une semaine, enfin, je suis pas bien préparée, je suis fatiguée encore du John Muir Trail. Ça m'a quand même marquée et là, bah, je sais qu'il y a des barrières horaires un peu justes, pour moi. Je sais qu'il y a une grosse montée et là, bah, j'ai la pression sur moi. Donc je fais ce que je peux mais voilà, je suis rattrapée par le temps et au bout de 15 heures de course, bah, on m'arrache mon dossard. Et là, c'est vraiment dur, je fais que pleurer, le van m'attend et la conductrice qui dit, «Bienvenue dans le van de la honte», Ah c'est super! vraiment dur. On est tous en train de pleurer dans le van, il est, je sais pas, 22 ou 23:00, il nous manquait que 25 kilomètres pour finir et c'est vrai que j'avais en tête, que c'était quand même, un major, UTMB pour avoir plus de points et essayer de faire la CCC éventuellement en 2026, enfin plein de rêves, et puis aussi avoir, peut-être des points, pour la Diagonale des Fous et alors là, la Diagonale des Fous, je ne sais même plus comment ça m'est venu, je pense en discutant avec des personnes, Mais à la Kodiak, tu pensais heu déjà à la Diagonale des Fous ou c'est venu plus tard? oui et non. Je me disais: «Ah, ce serait cool que j'ai un dossard pour la Diagonale des Fous en 2026», mais je savais que c'était super dur d'en avoir un. Donc je m'étais dit: «Il faudrait que je finisse pour avoir ces points», mais je me disais que j'aurais jamais ce dossard donc Quand tu abandonnes sur la Kodiak, tu pleures pourquoi? parce que j'arrive 3 minutes après le cut-off, après la barrière horaire Ouais, mais c'est et quoi je qui m'en fait, veux. ouais, OK. Ah ouais. Ah ouais, je me dis: «Ah, j'aurais pas dû me retourner faire 3 photos tout à l'heure, j'aurais pas dû changer de t-shirt», ouais. Et la Kodiak, c'était, donc tu dis que tu avais une entorse, c'est la fois où tu t'étais blessé en te faisant une entorse sur un trottoir à New York, quelque chose comme ça? C'est pas ça? Ou je me trompe peut-être? Non, C'est pas ça ça? c'était, en début d'année. Non, Ah oui, c'est c'était cette ma année, OK. dernière, Ouais, bon ouais. après tu te blesses Non, tellement c'était aussi, ma non? dernière séance, c'est clair. Bah oui, mais à vouloir aller trop vite, c'est Ouais, le c'est prix à ça. payer, hein. Mmh. Franchement, je sais pas si je recommande quand même
d'être aussi, ambitieux sur les Alors, distances je aussi t'avoue que vite. t'es pas un exemple de progressivité, ça c'est une évidence. Mais en tout cas, tu es un exemple d'envie, de volonté, de soif d'avancer, tu incroyable là-dessus. Mais je pense que je suis assez insouciante sur le trail. Je vois pas le mal, j'essaye, je me trompe, c'est comme, un gosse quoi. Il réessaye, C'est génial ça, on l'état verra d'esprit, bien. ouais, mais l'état d'esprit, il est C'est super très parce que léger, tu hein. profites. Ouais, Mmh. complètement. Mais on en reparlera après la diag du coup parce que je sais pas si ce sera aussi bucolique que tu ne le penses du coup. Et comment ça vient alors cette envie de diag? Tu me dis que tu te souviens pas trop, mais comment à un moment donné, tu fais quand même la démarche de t'inscrire? Mmh. Bah, j'ai quand même une cousine, alors que j'ai pas vue depuis 10 ans, qui, vit à La Réunion et je vois qu'elle fait le trail du Bourbon je crois que c'est le même week-end que la Kodiak ou ouais et donc je suis un peu sa course et là, je me dis: «OK, bon, c'est bon, je fais la diag, même pas le trail du Bourbon, c'est pas assez, pour un si grand voyage, non, moi je veux faire le max». Donc là, je me mets ça en tête, sauf que j'ai pas mes points et je sais que les points, bah, on a jusqu'au 31 juillet, donc 2026 là, pour les valider. J'ai raté la Kodiak, donc il me faut 2 ultra trail pour, pouvoir valider, donc ça va être chaud. Voilà, ça se fait, d'un coup, c'est une lubie, je parle que de Diagonale des Fous tout le temps. Tu es très obsessionnel, non? Dès que tu as quelque chose en tête, finalement, tu peux pas te le sortir. Ouais, ouais, je C'est pense. c Donc tu t'inscris à la diag, tu n'as pas les points, mais tu vas aller chercher des courses qui vont te permettre de les avoir. C'est ça, hein? Déjà, c'est tout un process pour avoir, le dossard. Avant de valider ses points, je me dis que j'aurai jamais de chance sur le tirage au sort, donc je passe par, le package et là, en fait, moi, j'ai 6 heures d'écart avec la France, je crois que ça faisait 8 heures ou quelque chose comme ça avec la Réunion. Du coup, je me lève à 5 heures tous les matins, tous les mercredis matins du mois de janvier pour essayer d'avoir mon package du Grand Raid et c'est une galère pas possible. Je réveille la coloc, pour, absolument avoir mon package, ça coûte une fortune. Franchement, en fait, je savais pas combien ça pouvait coûter, mais quand je suis Combien tu enfin paies là sur rentrée, combien tu paies sur une diag là, le package complet? là, c'est 2 800 2800. et en plus, j'ai rajouté là dernièrement des options, donc ça ne s'arrête jamais, hein. Franchement, c'est beaucoup trop cher. Et si tu te blesses, tu es Hem, remboursé ou pas? je Tu as vais pris pas me l'assurance blesser. annulation ou pas? Attends, non, non, je déconne parce qu'après si je te porte la poisse, tu vas m'en vouloir, donc Mais non. je retire cette question. Et après voilà, une fois que j'ai validé, ce package, bah, c'est parti, il faut trouver des courses, pour, valider les points. Donc j'avais déjà, mon dossard pour l'ultramarin, donc c'était à l'époque, j'avais pris le dossard 175 parce que j'avais pas réussi à avoir le 100 et très vite, j'arrive à l'échanger, contre un 100 kilomètres donc je suis trop contente. Mon coach est ravi parce que 175, il me dit: «Tu y arriveras jamais». Enfin, pas méchamment, hein, mais Oui, oui, oui. c'est trop, quoi. Avec la diag derrière, c'est beaucoup trop. Et puis je trouve un autre dossard pour fin avril, à côté de New York. Je voulais pas faire des allers-retours de dingue, C'est vrai qu'aux États-Unis, on prend beaucoup l'avion, parce que tout est loin. C'est un continent et là, je voulais pas pour cette course, c'était vraiment une course pour, valider mes points plus qu'une course qui me faisait rêver. Donc je m'inscris pour un 50 miles, c'était 83 kilomètres, je crois et puis pas de bol, c'est déplacé de forêt. La forêt qui devait accueillir, donc c'est la Wawayanda. La forêt qui devait accueillir la course, ne peut plus accueillir, donc 2 semaines avant, l'organisateur trouve une autre, forêt et là, bah, c'est un peu plus de dénivelé, un peu plus technique et donc quand même plus dur. Pour moi qui suis déjà limite sur les barrières horaires, donc je commence à négocier avec l'organisation. C'était une toute petite course, hein, on était 100. Je lui dis: «Oui, est-ce qu'il pourrait ce serait possible, 1 heure de plus sur le cut-off?» Parce que c'est vrai que c'était quand même plus technique, on avait regardé avec mon coach. Il me dit: «Oui» et en fait, le jour de la course, je reviens du Pérou de vacances et là, bah, je suis crevée, il pleut des cordes
et j'arrive à faire 50 kilomètres. Je passe pas le cut-off, mais surtout, enfin, je sais pas si je serais repartie. J'étais pas du tout prête. J'ai quand même réenchaîné là, du coup, comme tu disais, entorse en plein de Chinatown juste avant, TFL qui est revenu, tendinite. Enfin, j'ai droit à tout, hein, forcément. Hein, je Et paye comment l'audace. mais comment tu t'entraînes à ce moment-là? Comment tu fais ta prépa pour la Diag? Je suis, vraiment le calendrier de mon coach, j'essaye de faire au mieux, sauf que le problème, c'est que lui, toutes les 2 semaines, il est obligé d'ajuster parce que je lui dis: «Bah, là, j'ai mal, là, il faut que j'aille chez le kiné», je pense que je suis Mais sa ensuite pour pire, préparer, sa pire coachée, ah on lui vraiment? demande, on lui posera la question. Mais comment tu fais après tu te prends une salle de sport où tu fais, je sais pas, des escaliers pour avoir un peu de dénivelé, ou tu trouves des escaliers dans New York, tu fais du renfo, tu te mets au renfo à fond. Il y a d'autres, je sais pas, il y a peut-être d'autres méthodes new-yorkaises, que nous, Français, on connaît pas. Tu fais du volume, tu envoies du volume de tous les côtés. Comment tu t'organises? Bah, je m'entraîne quand même très mal, hein. Le volume, il est très bas parce que j'ai mal. Le renfo, je le fais chez ma kiné parce que je me suis blessée. Donc, par contre, je vais chez ma kiné régulièrement, vraiment 3 fois par semaine. Je trouve que c'est important d'avoir un kiné, en qui tu as confiance, tu as plaisir à aller le voir, ouais. Complètement. Mais après le renfo de moi-même, enfin, j'ai une salle de sport, je vais en coloc, on est 30. Il y a une salle de sport, mais voilà, je n'y vais pas. Je sais que là, par contre, pour la diagonale, il faudra vraiment que je m'y mette. Ça arrive maintenant, ça arrive. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, non, prépa un peu désastreuse, mais et du coup, bah, résultat désastreux, enfin, je finis seulement 50 kilomètres et du coup, j'ai pas mes points. Sauf que là, on arrive, on est le 1er mai, et la fin de validation des points, c'est 31 juillet. Qu'il reste vraiment, 3 mois pour faire 2 ultras, et valider ses points. Donc là, j'appelle mon coach et je lui dis: «Aide-moi à trouver une course, peu importe si c'est en Europe, à New York, enfin tant pis quoi, j'irai». Et il trouve, du coup la Swiss Canyon Trail, donc je rentre en France, enfin je rentre en Europe, pour ça. La Swiss Canyon Trail qui est quand? C'était, C'était 29-30, m mai. mai du coup? OK. Et là, format, 81 kilomètres, avec un dénivelé que j'avais jamais fait dans ma vie, quoi. Je sais même plus, 3000, je sais plus, Mmh. mais horrible, beaucoup trop. Hop, hop, hop. Je suis désolé, cher auditeur, je te coupe 10 secondes juste pour te rappeler que ce podcast, ce n'est pas une profession, mais c'est bien une passion. Alors pour continuer à le faire vivre, n'hésite pas à noter 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, n'hésite pas à partager, à t'abonner ou autre, et surtout n'hésite pas à nous suivre sur Instagram, à Intimist Media, pour suivre les insides, les avant-premières et toutes les infos qui sont en lien avec le podcast. Allez, c'est reparti, on reprend l'épisode. Surtout Ouais, que puis moi, surtout, on pendant le est, on mois est de sur d'autres mai, formats là, t'es en montagne, t'es quand même voilà. sur quelque chose de complètement Mmh. différent des autres trails que t'aies pu faire. Ouais, là, c'est de la montagne. Là, il me dit: «Ça y est, là, tu rentres, là, c'est Mm, un vrai trail, quoi». mm. C'est Vrai pas, trail. et heu et je sais pas pourquoi, mais je me dis: «Ça va le faire. Je vais y arriver à ce truc-là». Je suis toute seule. Je prends mon sac et j'arrive à Genève. J'arrive au départ de la course. Je me dis: «C'est bon, là, vas-y, enfin, c'est maintenant ou jamais, quoi. Il faut que j'y arrive». Et en fait, 2 jours non, peut-être 4 jours avant la course, je me rends compte qu'il y a un cut-off intermédiaire, au 40e kilomètre. Alors que la course, on a, je sais plus, plus de 20 heures, même, ouais, un truc énorme pour faire, 80 kilomètres. Donc je m'étais dit: «Ah beh, trop bien, j'aurais pas le problème du cut-off». Mon coach m'avait dit: «C'est parfait pour toi, tu prends ton temps». Et en fait, 4 jours avant, je me rends compte qu'il y a une barrière horaire, 8 heures pour faire 42 kilomètres et 2000 de dénivelé. Enfin, c'est horrible pour moi, c'est horrible. Donc j'essaye de pas y penser, je me lance sur la course et l'objectif, c'est juste d'aller, à cette barrière horaire. Et
Mais rien ne peut m'arrêter, hein. Je suis comme une dératée dans la montagne. Il faut que j'arrive à cette barrière horaire. Je peux pas refaire comme les 2 courses d'avant. Enfin, tu sais, tu un peu un Mmh. traumatisme quand même, Oui, c'est vrai un ça. DNF, du cut-off, un deuxième. C'est pas po et puis tu te dis, hein, jamais 203, franchement, c'est dur et puis j'arrive 1 heure avant. Alors là, tout se relâche, c'est bon, comme si la course était finie, quoi. Après, impossible de relancer, je fais que marcher jusqu'à la fin. Mais tu as tes points. Mais je valide une première fois ces points et là, bah, ouais, 1er soulagement. Après, je me dis que ça va être dur, de faire le 100 kilomètres de l'ultramarin un mois après. C'est quand même proche. Hem, mais là, j'essaye de m'organiser, je fais une reconnaissance du terrain en Bretagne, Oui, j'essaye de c'est vrai faire que des petites choses. tu as été Mmh. très professionnel. J'ai vu, oui, oui, tu as fait une reco juste avant. Alors peut-être un peu proche de la course, mais en tout cas, tu as fait une reco et autres, c'est très bien. Ouais, là, je me dis: «Il faut pas que je me rate», parce que si je valide pas ces points, il faut encore que je retourne, en juillet valider quelque part, je sais pas où. J'avais vu qu'il y avait quand même beaucoup de courses qui étaient complètes. Et puis 2 jours avant le 100K, bah, annulé quoi, à cause de la canicule. Mmh. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? J'ai vraiment pas de chance. La validation de ces points est laborieuse jusqu'au bout, quoi. Je c'est une lutte, vraiment ce dossard sera mérité. Et puis là, bah, en fait, je réfléchis même pas. Je me dis: «Bah, de toute façon, l'organisation propose, qu'on aille sur des formats plus petits ou sur le 175 et les plus petits, bah, ils permettent pas de valider les points. Il y a le 70 kilomètres, mais il fait que 500 mètres de dénivelé positif, ça fait 75 points et il en faut 85. Donc en fait, j'ai pas le choix. Je réfléchis même pas, je prends le 175 et c'est comme ça. Mais par contre, je prends quand même un dossard pour le week-end d'après, l'UTCAM, je sais pas comment on Ouais, prononce, oui, où là, je prends un dossard pour, je sais plus 50K, et 3000 de dénivelé pour avoir, les sécurité. mentalement me dire que j'ai une sécurité, ouais. Et en fait, ça a pas mal joué quand même, à me dire, «Relax, tu as un plan de secours si jamais», parce que de toujours se dire, «Bah, là, c'est maintenant ou jamais et si je l'ai pas, bah, c'est mort», c'est dur quand même. Déjà que tu un historique, où tu te bats avec les barrières horaires et cetera et là, quand tu te dis, en plus, c'est ma course de la dernière chance, je trouve que c'est vraiment dur. Donc voilà, j'avais acheté ce dossard, en plus et puis, en plus, ce 175, bah, il me permettait pas d'aller à ma remise de diplôme, enfin, ça tombait super mal. Il fallait faire le choix, mais c'était le trail avant tout, quoi. C'était enfin, tout pour la diagonale, je sais pas, il y a eu quelque chose qui s'est passé, parce que j'étais un peu rentrée de base pour ma remise de diplôme et en fait, bah, tant pis, quoi. Quelques années, le trail a pris une place incroyable dans ta vie, tu imagines, au point de ne pas aller à ta remise de diplôme. Mais je pense que, ouais, ça a fait comme un relais ou dans le sens où, bah, voilà, c'était quand même 8 ans d'études. C'est quand même long et en fait, moi, j'ai toujours eu besoin dans ma vie d'avoir un peu 2 projets parallèles. Donc tu as le boulot tout le temps et puis j'avais ce diplôme, depuis 8 ans qui tournait, ça avançait en parallèle, et puis après, beh, je me suis retrouvée à New York, j'avais plus que le boulot, quoi. Donc forcément, bah, c'est le trail qui a pris le relais et j'aime bien avoir toujours ces 2 lignes de vie, un peu comme je dis, Les quêtes pouvoir secondaires. se raccrocher, ouais. Ouais, ouais. Parce que si jamais il y en a un qui pète, bah, tu as toujours un autre, où tu peux te raccrocher ou je sais pas, je trouve ça sécurisant d'avoir quand même toujours 2 projets, majeurs, on va dire. Et après, sur l'ultramarin, du coup Alors comment tu as vécu ta course sur, comment elle s'est passée, cette course? Parce que j'ai lu le récit, j'ai pris mes 20 minutes, pour lire le récit de Manon et j'avoue que c'est assez dingue la manière dont tu le racontes, je vais te laisser le raconter, mais c'est assez émouvant de voir, bah, après c'est un ultra, hein, donc on passe par toutes les phases, mais la manière dont tu l'as vécu, les difficultés que tu as eu à gérer, que tu as pu entrevoir, la résilience dont tu as fait preuve pour parvenir à ce joli résultat, vraiment, vraiment chapeau, quoi. bah, merci. Cette course, j'y suis allée, en me disant: «Why not?» C'est 175 kilomètres, c'est 75 kilomètres de plus que prévu, mais c'est beau, mais il y a du monde. Tout le monde m'a dit que c'était une course incroyable, te mets pas la pression, et tu verras.
Et en fait, mon coach m'avait dit: «Essaye de faire de la marche-course alternée, essaye de faire 15 minutes, 5 minutes». En fait, sur un ultra, tu peux pas t'imposer ça, parce que même si c'est un ultra plat, il y a des petites montées, des petites choses, qui font que, ben, tu peux pas vraiment puis c'est pas très agréable, je pense quand même de passer autant d'heures, à regarder sa montre, pour vérifier, est-ce que là je dois marcher ou courir? Non, c'était très, à la sensation et c'était, il y a eu beaucoup, beaucoup de plaisir franchement, surtout, bah, au début. Avant les douleurs, vraiment coucher de soleil incroyable. En fait, je pense que quand on est en fin de peloton, on est quand même attaché au paysage un peu plus parce qu'on prend le temps, on se retourne, on regarde derrière soi, puis on prend une photo, on rêve en fait. Moi, je suis assez rêveuse, sur un ultra. Je pense que c'est ça aussi le trail, je pense qu'il y a le paysage, tout ce qu'on peut traverser, ça fait partie du jeu, hein. Il y a pas longtemps, j'ai échangé avec un coureur élite, bon pour faire simple, il a gagné la Saint-Élion il y a pas longtemps et je lui dis: «Alors comment ça s'est passé? Tu as pu admirer les étoiles, et tout?» un peu pour rigoler et il m'a dit: il m'a dit: «Je suis franc avec toi, je n'ai vu que les pieds des gens. Je n'ai jamais levé la tête de la course». J'ai dit: «Putain, c'est incroyable, Il me dit: «Je n'ai rien vu, rien, que des pieds». C'est, Ah, c'est tu dingue. vois? Donc voilà, tu as des choses qui sont quand même un peu différentes, quoi. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est pas du tout la même expérience. Je pense, Mmh. Oui, oui, franchement, complètement. enfin, si on sait pas que c'est la même course, on a l'impression que c'est 2 aventures différentes. Je pense, Oui, oui, complètement. quelqu'un Oui, qui te oui. raconterait la course, du devant, ça a rien à voir, ouais. Mais moi, j'aime bien cette magie justement de voir, bah, les gens, ils dorment, les gens par terre sur le sentier, donc ça, j'avais jamais vu. J'en revenais pas franchement de voir, tu vois des chaussures qui dépassent du sentier, tu enjambes des gens. Franchement, c'est une expérience, je sais pas, tu vois, si les élites, voient ça parce que finalement ils sont devant et ils Non, dorment pas. ah oui. Et c'est il y a eu plein d'images en fait, hyper marquantes, hem, c'est vrai que, ben, je sais plus, au 50e kilomètre, j'arrive dans un gymnase et il fait super chaud. Je vois tout le monde qui dort par terre, dans les gradins, sur les tables, vraiment c'est impressionnant. Je me dis: «Bon, bah, essaye» et en fait, je me relève pas. Donc là, je me dis, «Waouh!» Donc là, il me reste, plus de 100 bornes et je me relève pas, ça s'annonce, pas bon et en fait, bah, je me glisse au sol, j'essaye de me relever, tu vois le regard d'une bénévole, les gens qui veulent t'aider, te parler, même si toi, tu es dans une bulle assez négative, finalement, tu te dis: «Bah, c'est fini pour moi», en fait, il suffit de parler, 2 minutes avec Mmh. quelqu'un qui va te dire, «Mais non, c'est normal, nous, on n'est pas comme ça là, mais au prochain ravito, on sera comme toi et après on repartira». Tu te dis: «Mais non, enfin, c'est pas humain d'être comme ça». Je pleurais dans mes coquillettes, enfin franchement, c'était je sais pas si je m'étais vue comme ça, enfin heureusement je me voyais pas dans un miroir, mais je pense que de l'intérieur, tu ressens Imagine au des choses, 50e kilomètre, ça veut dire qu'il t'en reste encore 130. Comment tu retrouves la motivation, l'envie déjà de ressortir du gymnase? bah, quelques phrases comme ça, ou un papy qui va te dire: «Allez, viens avec moi, tu vas pas te laisser abattre par un papy», enfin des phrases, tu te dis: «Bah ouais, en fait, ouais, ouais, je vais continuer aussi», Et là, en quand marchant. tu es à 50 kilomètres, du coup, tu en es à il est quelle heure? Parce que le départ de la course, c'est en fin de journée, c'est ça, hein? Et en fin de journée et tu passes la nuit, dans les 50 kilomètres, il est quelle heure à peu près? Heu, 4-5 heures du matin. 4-5 heures du matin, donc tu attaques la 1re grosse journée de course, en fait, OK. Et ensuite, comment elle se passe cette journée? Bah, c'est que de la marche, que de la marche, que de la marche. Impossible de relancer, j'ai très, très mal aux pieds. D'ailleurs, je sais toujours pas à l'heure actuelle comment, pallier ce mal de pied parce que, enfin, c'est pas des ampoules, c'est vraiment l'intérieur de mes pieds qui me disait non. Enfin, je sentais des os,
C'était vraiment très, très mal aux pieds, comme si, j'avais marché en loup-boutin pendant 3 jours d'affilée, quoi. OK. Ah C'était oui, horrible. d'accord. Des douleurs incroyables et mais à en pleurer, hein. J'avançais en pleurant, les gens me disaient: «Ça va?» «Non». «Oui, oui, super, ça va super» et puis t'avances et puis t'arrives à la moitié et à la moitié, bah, tu dis: «OK, ça repart, quoi». Enfin, c'est déjà Mmh. interminable, mais là, il y a le bateau. En fait, la trace du 175 kilomètres, elle est vraiment incroyable, hein. On fait le tour du golfe du Morbihan en traversant, en bateau, la rive, les 2 rives, enfin, c'est absolument incroyable. L'organisation, elle est vraiment géniale. Hem, donc tu te dis: «Allez, prochaine étape, je passe le bateau. Prochaine étape, je passe le seuil des 100 kilomètres». C'est incroyable, j'avais Mmh. jamais fait autant de kilomètres Tu arrives à et découper puis ta une fois course du coup pour y arriver? ouais, ouais, ouais et puis au bout de 100 kilomètres, tu te dis: «Bon allez, je pousse 120». Là, c'est quand même dur parce que je m'étais trompée dans mes calculs, je pensais que le ravito était beaucoup plus proche, et puis là, je fais que pleurer. Et puis une fille me dit: «Non mais là, tu pleures pas de douleur, tu pleures parce que tu as pas dormi». Donc j'essaye de dormir, j'y arrive pas. C'est dur, hein, de s'allonger parce que en plus, quand tu es dans les derniers, tu te dis: «Ouais, mais il faut pas que je perde trop de temps non plus parce que je sais que les Serfils, ils sont pas trop loin». Je savais pas encore ce que c'était un Serfil, ça existait pas aux US, enfin pas dans mes courses en tout cas. Alors qu'en vrai, c'était un peu large, si je puis dire. Mais c'est horrible et en fait, dès que je les ai vus, je venais de me réveiller, j'avais réussi à un peu dormir. Je leur ai dit: «Bah, moi, je peux pas vous avoir à mes trousses, c'est pas possible, je vais courir là, jusqu'à ce qu'on dépasse des gens et que vous soyez plus derrière moi parce que mentalement, je peux pas vous avoir derrière moi». Oui, parce qu'en fait, à partir du moment où tu as les serre-files, toi, tu es dernière de la course du coup, c'est ça, hein? Mmh. Ouais, Ce qui te met quand même une petite pression, ouais. OK, je vois. ouais, ouais. Ah ouais, ouais, là, vraiment, gros. Et donc là, on est au kilomètre, à quel kilométrage on est? Là, on est à 130. 130 et donc à 130 kilomètres alors que tu viens de marcher depuis, 80 bornes, tu te dis: «Je vais courir, comme ça je ne serai plus dernière et j'aurai plus les serre-files derrière moi». Ah ouais, ouais. Ah mais là, je vole, hein. Et puis du coup, les derniers que je double, ils se disent: «Mais elle sort d'où celle-là?» Parce que tu sais, au fond, personne ne court, hein. Mmh. Oui, Personne ne oui, oui, court. Et là, ils voient une dératée qui court, qui les double, j'essaye d'en doubler 6-7, tu vois? Pour être un peu mouais. large. Heu, Ils pensent que c'est la c'est première de la course, suivante qui vient de partir et tout. ah ouais, enfin, je sais pas si ma course, j'avais pas la foulée la plus aérienne du peloton, hein. Mais ouais, non, je me débats de ces cerfils, ils me font trop peur. Ils me font trop peur. Et même, enfin, tu vois, aujourd'hui, enfin, je souffrais physiquement. Je pense que j'étais pas prête à faire, quelque chose pareil. Je souffrais beaucoup, mais j'aurais jamais été capable d'abandonner de moi-même. Je pense que quand tu sais que combien c'est dur d'abandonner parce que tu te fais avoir par la barrière horaire contre ton gré, tu peux pas abandonner par toi-même. Tu te dis: C'était trop dur de me faire arrêter la dernière fois, là je peux pas m'arrêter de moi-même». Enfin moi, c'est comme ça que je vois les choses et Et est-ce que quand tu es au fond du peloton comme ça, tu as des, tu le public à tes côtés, tu as une aide qui vient d'ailleurs, un supplément d'âme? dans la nuit, non. Mmh. Il y a Même si quand même sur cette course, il y avait beaucoup, beaucoup de monde, partout. C'est assez, dingue. Des petits, des papys, des mamies, vraiment, c'est assez impressionnant. Mais c'est vrai que la nuit, il y a une portion là où on a fait 23 kilomètres sans ravito, bah, c'est un peu long quoi. Il y a personne, tu vois même pas le beau paysage, Ouais, tu es avec toi-même, quoi. hem, ouais. Mais par contre, c'est vrai que à un moment donné de la course, je pense 20 kilomètres après, avant la fin, je rejoins, la course du 34 kilomètres et alors là, des supporters partout, le jour s'est levé, la lumière est magnifique, et tout le monde supporte les 34 kilomètres et là, je vois, donc moi, j'avais pas compris tout de suite, en fait, qu'il y avait une autre course qui allait me doubler. J'avais pas regardé plus spécifiquement les horaires de course des autres courses et là, je vois un cam runner qui me double avec un gars qui courait tellement vite, j'en revenais pas. Un deuxième et puis alors c'était horrible parce que je savais que la caméra,
me filmait aussi vu que j'étais dans le fond, de la vidéo alors que moi je peinais et que les gars ils roulaient quoi, tellement ils allaient vite. Et puis je décide c'était marrant, d'en filmer un discrètement, sous mon bras parce que je me disais: «Cette foulée, c'est incroyable, faudra que je montre ça à mes copains, que je me suis fait doubler par des gens pareils». Et en fait, le coureur, il me donne une tape dans l'épaule, il me dit: «C'est génial ce que tu fais, bravo», je lui dis: «Bah non, bravo à toi, enfin, c'est quoi cette foulée?» Il me dit: «Bah non, mais moi j'ai pas fait 170 bornes», et en fait, ça me redonne le sourire. En fait, ça me fait même pleurer parce que tu sais, tu es fatigué, tu as plein d'émotions. Mmh. Oui, tout est Il décuplé. suffit d'une petite phrase et j'ai trouvé ça incroyable, vraiment le soutien des 34 kilomètres, sur nous, les 175, parce que là, on était quand même un peu plus espacés. C'est vrai que là, il y avait peut-être, 15 minutes entre chaque coureur du 175 et ouais, d'avoir le soutien de ces personnes qui allaient super vite et qui te disaient: «Waouh, c'est génial», tu te dis: «Bah ouais, mais en fait, toi, tu pourrais courir, enfin, tu pourrais faire 175 kilomètres à mon allure, ça te demanderait pas un travail, monstrueux». Moi, jamais je pourrais, courir à je sais pas combien ils courent, même sur, enfin, même sur 10 kilomètres, je pourrais jamais faire ça et donc c'est hyper impressionnant de se dire, bah, là, il y a un gars qui t'impressionne, qui est impressionné par ce que tu fais. Je pense que c'était une image quand même qui m'a marquée sur la fin de course, et puis ils étaient nombreux, quoi, donc puis c'était ouais, l'ultramarin, c'est vraiment une super OK. course, Et alors comment ça se passe cette fin de course? Comment tu la vis? Bah, en fait, c'était dingue parce que j'étais toujours suivie par, il y avait un papy supporter sur le côté, il y avait toujours quelqu'un, qui disait: «C'est génial ce que tu fais», et puis il y avait particulièrement un papy qui disait aux supporters, «Elle s'appelle Manon, encouragez-la, elle fait le 175, elle fait pas le 34», et du coup tout le monde te crie dessus. Enfin, c'était incroyable, puis tu passes le dernier virage et puis là, ben, tout sort, et j'entends même quelqu'un dire, elle va pleurer dans 10 secondes et je pense que 9 secondes après, je pleurais. Tout lâche, c'est incroyable. Tu te dis: «Ça y est, bah, je l'ai fait quoi», alors que mais qu'est-ce que je fous là? Enfin, en vrai, enfin, je suis pas quelqu'un de sportif, je c'est pas du tout mon mode de vie, le sport, pas encore, tu vois? Moi, je dors jamais avec ma Garmin, l'ultramarin 175 kilomètres, je les ai fait avec mes lunettes, Prada, tu vois? Enfin, je suis Mmh. pas du tout, enfin, j'ai quand même pas mal le syndrome de l'imposteur, je pense, à me dire, les gens m'applaudissent alors que, ben, voilà, je l'ai fait une fois, j'ai eu un peu de chance, quoi. Mais mais bon, au final, là, à une semaine, de l'arrivée, c'est vrai que je me dis, que, bah, j'ai validé mes points, que Tu penses à quoi? C'est quoi la première chose qui te passe par la tête quand tu passes la ligne d'arrivée? je valide mes points. Ouais. C'est ça y est, j'ai mon ticket pour la Diagonale des Fous, et le rêve, il s'est rapproché il est devant moi, quoi. Et c'est quoi la première chose que tu fais quand tu passes la ligne? La première chose que tu fais et les minutes qui suivent là, comment tu te remets un peu de tout ça? Très vite, je rejoins mon assistance parce que j'étais pas toute seule quand même sur la course et ça a beaucoup compté, l'assistance. Mentalement, c'était énorme et je pense que c'était la moindre des choses de remercier, et tu vois, même mentalement, je pense que je pouvais pas non plus abandonner avant, même si j'avais mal, parce que j'avais l'assistance qui avait dormi peut-être, 3 ou 4 heures dans le week-end, enfin, je pouvais pas, avoir fait endurer ça et pas finir, enfin. Donc ouais, on se rejoint et j'appelle mes parents, c'est pas évident parce que c'est vrai que mes parents sont pas du tout sportifs, intéressés plus que ça. Enfin moi, quand j'étais enfant, le sport, c'était regarder la Formule 1 à la télé, c'est ça le sport, quoi. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu du mal à, intéresser mes parents au trail parce que c'était complètement inconnu, et là, bah, c'est vrai qu'ils m'envoyaient pas forcément de messages, tu vois? Sur la Swiss Canyon Trail, ils savaient, tu vois? Que j'étais en Suisse à faire une course dans la montagne, mais c'était pas du genre à me dire, «Est-ce qu'on peut te suivre? Est-ce qu'on peut s'appeler à un moment donné?» Mmh.
Mais là, j'ai essayé, je me suis dit que finalement, c'était peut-être à moi de les intéresser. Peut-être que ça viendrait pas d'eux parce que c'est pas leur quotidien, c'est pas leurs idées et qu'ils y pensent pas plus que ça. Et là, j'ai essayé d'un peu plus les intéresser en leur disant: «Bah, voilà, là, il y a Life Trail», je pense qu'il faut un peu éduquer son entourage dans le Mmh. sens où, ben, c'est nouveau pour soi. Enfin, moi, ça fait 2 ans seulement, mais c'est nouveau pour ton entourage aussi et c'est pas forcément à eux de s'adapter à toi, c'est aussi à toi de les aider, à leur montrer: «Bah, voilà, il y a ce site-là où tu peux me suivre, c'est ça l'itinéraire, golfe du Morbihan, regarde ça va être trop joli». Eux après, tu vois, ils te disent: «Moi j'y suis déjà allée plus jeune». Mais je pense qu'il faut quand même, quand on vient pas d'un milieu sportif, tendre la main à son entourage parce que c'est pas forcément naturel. Et ils arrivent à se rendre compte de l'exploit? Ça leur parle quand tu leur dis: «J'ai fait 180 kilomètres, j'ai fait le tour du golfe du Morbihan»? Bah, la première réaction c'était: «Waouh, mais même en voiture, enfin c'est long quoi». Mais tu vois, ils se rendent pas forcément compte, je pense, de l'effort physique, peut-être plus là sur l'ultramarin, mais sur les courses d'avant, beaucoup moins. Ce qui les avait impressionnés, je pense, c'était John Muir Trail où là, bah, je leur avais dit: «On pourra pas s'appeler pendant quand même, pas mal de jours, c'est autonomie complète», je pense que ça les avait plus impressionnés que des courses. C'est quoi l'avenir maintenant, du coup, maintenant? Comment va se mettre en place, l'organisation et la prépa de la Diag? Bah, là, je reprends tout juste, j'ai fait mon premier footing, hier. Il va y avoir du renforcement musculaire, même si, bah, je suis un peu SDF là en France, du coup, je me balade de maison de vacances en maison de vacances chez les copains à gauche, à droite. Mais, donc c'est pas forcément facile d'être rigoureux, mais c'est vrai que j'ai quand même mon coach derrière qui m'aide, à planifier et je pense que maintenant, plus les mois avancent, plus mon entourage est conscient que j'ai besoin de faire ça. Et après, bah, j'ai prévu d'arriver à La Réunion, 2 mois avant la Diagonale des Fous. OK, ah super. Donc, fin août, je devrais y être. Et puis j'ai trop envie de découvrir l'île, de m'entraîner sur, le vrai terrain. Moi j'ai bien aimé faire la reconnaissance de l'ultramarin. Donc, je pense, faire la Diagonale des Fous peut-être sur, 4-5 jours, avant, peut-être en septembre. Et puis ça me fera un peu mon aventure, GR20 TMB John Muir Trail de 2026, heu, attente, ouais, je pense que voilà. En tout cas, il Et me tarde de après suivre tout ça, hein. et en fait, je me posais aussi une question après, la Diagonale des Fous, est-ce que j'aimerais faire des Mmh. plus longues distances ou des ou la même distance plus rapidement? Et en fait, en ayant fait l'ultramarin 175 kilomètres, bah, j'ai commencé à avoir une réponse, je pense. Parce que j'avais été, entre guillemets, le 100 miles, c'est quand même la distance, max dans l'esprit de pas mal, je pense. Sauf qu'en fait, bah, la première réponse que j'ai, c'est que j'ai pas forcément envie d'aller plus vite, mais peut-être plus loin, plus longtemps. D'accord. Donc, j'ai hâte de savoir ce que va me donner comme réponse, le grand raid. Ça parce que c'est quand même plus long en termes d'heures, parce qu'il y a du dénivelé. Mais c'est une question que je me pose, ouais. Est-ce que j'ai envie de faire plus long ou plus vite? Parce que c'est dur d'aller plus vite quand même, je trouve. Quand on n'a pas été sportif avant, surtout que j'avais écouté quand même pas mal de podcasts l'année dernière qui disaient tous que si on n'avait pas fait de sport enfant, on arrivait quand même à un plafond assez vite et que c'était dur de briser cette glace, et de pas performer, mais de faire mieux. Compliqué. Ouais, je trouve qu'il y a quand même quelques exemples, qui essayent de te pousser à pousser tes limites, malgré tout ça. Parce que je trouve que c'est dur quand même d'entendre ça et de te dire: «Bah, en fait, je suis vouée à être dans le fond du peloton, et Oui, ça mais changera jamais». bien, vaut mieux être dans le fond du peloton qu'être dans son canapé, quoi qu'il en soit. Je pense que la fierté après elle est personnelle, tu vois? Je pense qu'à un moment donné, on s'en fout du regard des autres. On va être honnête, il y a même certaines courses où on ne retient même pas les vainqueurs, et pourtant moi je suis quelqu'un quand même qui suit le trail assidûment. Il y a certaines courses,
des grosses courses, hein. Je suis incapable de te donner le nom du vainqueur. Alors que derrière, ça change rien en fait, ça change rien. Je pense que la fierté, elle est personnelle. On se dépasse, on fait des choses que beaucoup ne font pas et c'est bien de se connaître. Je pense qu'on gagne confiance en nous, on se connaît plus, il y a toutes ces choses-là. Faut pas nécessairement aller chercher autre chose pour les autres, je pense qu'il faut aller le chercher pour soi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, quoi. Et l'avenir professionnel, Manon, ça donne quoi? Eh bien, je vais continuer à travailler dans la finance. Je sais pas encore exactement où, je suis en process de visa. Donc j'ai quitté New York, commencer une nouvelle aventure. Je sais pas, sur quel continent encore. Il y a 2 villes qui se départagent, et je fais tout pour repousser ce process de visa, après le Grand Raid de la Réunion. Donc je pense que peut-être que je passerai Noël, loin, très loin. Peut-être que ce sera plus long, je sais pas encore. En tout cas, tu es amené à aller quelque temps donc, sur l'île de la Réunion et à partir à l'étranger puisque tu n'as pas nécessairement le souhait de rester en métropole, en tout Ouais, pas tout de suite. Je pense que ça viendra, et je pense que ça, si ça vient, ce sera peut-être, directement à la montagne, même si je suis quelqu'un de très citadin. C'est vrai que moi enfin, tu vois, j'ai toujours pris le métro pour aller au boulot, j'ai pas de voiture, j'en ai jamais eu, tu vois? Très citadine, ouais, donc ouais. finalement habiter à la montagne, c'est pas que, changer de paysage, c'est changer vraiment tout un mode de vie, mais je crois que, tu sais, j'ai pas beaucoup voyagé quand j'étais jeune, et là d'avoir découvert New York, du coup les États-Unis, ça m'a ouverte, j'ai envie de voir, plein de choses. Je me dis que le monde est grand et qu'en plus, toutes ces courses, au bout du monde, ça c'est l'occasion parfaite de pouvoir visiter. Alors je sais que écologiquement et cetera, c'est pas le best, mais je rachète un peu toutes les années où j'ai pas voyagé, en ce moment. Donc voilà. Bravo Manon, en tout cas, il me tarde de te suivre, hein. Je me dis aujourd'hui, très sincèrement, hein, je me dis comment on peut arriver, après si peu d'années, à faire de telles choses. C'est pour ça qu'ensuite j'ai voulu échanger avec toi parce que je trouvais le parcours incroyable. Puis ton parcours après, il est aussi le parcours professionnel. Je trouve qu'il est aussi inspirant. Tu tentes tout ce que tu as envie de faire. Il n'y a pas de limite en fait dans ce que tu fais. Et je pense que c'est un beau message. On a chacun des capacités, mais on arrive à faire quand même des grandes choses, quelles que soient nos capacités. Vraiment, c'est top. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'ait pas abordé, qui te semble importante en tout cas, dans la personne que tu es, dans le message que tu as envie de véhiculer, dans les valeurs que tu portes? Hem, mais je pense qu'il y a quand même eu un changement avec le trail. C'est qu'avant, tout ce que je faisais, c'était pour prouver des choses aux autres. Prouver ma légitimité, au travail, rendre fiers mes parents, prouver, au monde. Là, c'est vraiment différent, je me prouve qu'à moi-même, en fait. Alors oui, il y a Baby Traileuse, oui, j'aime bien le partager et cetera. Mais en fait, en trail, je trouve que c'est toi avec toi-même, et je crois que ce changement-là, il m'a vraiment fait grandir grâce au trail, et de se prouver des choses pour soi-même, c'est fort quand même, ça t'enlève une charge mentale extérieure assez énorme, et ouais, en fait, c'est magique de se prouver des choses à soi-même, enfin, je connaissais pas ça avant, et ouais, d'être fier de soi, pour soi, c'est magique, et franchement, le trail qui m'a fait découvrir ça, enfin, je j'ai pas envie d'arrêter ça, quoi. OK. Bon, en tout cas, pour ça, le trail est une très bonne école. C'est une réalité, ouais. Ben, maintenant, il me reste à te remercier pour l'échange, pour ton parcours. C'était top. De la manière dont Merci à tu toi, hein. racontes tout ça, la manière dont tu le vis, la manière dont tu le dont tu le partages, c'est vraiment cool. Donc, je vais te remercier. Pour tous les auditeurs, en tout cas, ben, j'espère que le parcours de Manon
servira pour vous inspirer dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, dans votre vie sportive. En tout cas, c'est le but. Et à tous, on se retrouve très rapidement avec un ou une nouvelle invitée. Élite, milieu du peloton, fin du peloton, on s'en fout, mais l'objectif c'est qu'on partage des belles choses ensemble. En tout cas, je te remercie Manon et je te dis à très bientôt. Merci Arnaud, à bientôt. À plus, ciao. Salut. Et voilà, l'épisode est désormais terminé, en espérant qu'il vous ait permis de mieux découvrir mon invité et les différents chemins qui l'ont conduite à l'excellence. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Intimiste Média, notamment sur Instagram, à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ce sera une belle reconnaissance pour le travail réalisé. Et on se retrouve très prochainement sur une piste, un sentier, une cuisine, un plateau télé, sur scène ou sous le feu des projecteurs pour partir à la rencontre d'un ou d'une future invitée. Allez, à très bientôt.